ce lieu commun qui dit que tout est affaire, on ne sait pas, et la définition de la corruption, mais qu'est-ce que c'est, quel bout on peut prendre le problème, je suis absolument contre ces sortes de lieux communs qui, comme ça a été dit aussi par rapport aux prénotions, ça empêche de réfléchir. Et ça empêche de se dire qu'est-ce qu'on sait déjà et à partir de quoi est-ce qu'on peut rebondir, approfondir. Dans ce sens-là, je dirais que pour reprendre ce que Laurent a dit en introduction, par rapport aux différentes problématiques qui existent, on peut dire qu'on retrouve sur les questions de corruption au sens de les différents abus de fonction sanctionnés ou bien perçus comme contraires au bien commun, on retrouve le grand clivage, disons, des paradigmes qui existent en criminologie, des raisonnements qui essaient d'expliquer, de rendre compte du passage à l'acte, pourquoi est-ce que certains cherchent de la corruption et d'autres l'accordent, les facteurs explicatifs qui soient culturels, sous-culturels, ou des facteurs explicatifs qui portent sur la socialisation, les intérêts propres des acteurs, et beaucoup de travaux portent aujourd'hui, on peut dire, sur les structures d'opportunité, les facilités institutionnelles de réalisation de la corruption. Mais il y a aussi une deuxième grande catégorie de travaux, ceux qui mettent l'accent sur, disons, les réactions sociales, les différentes formes de réaction aux pratiques de corruption et qui ont apporté beaucoup de choses, disons, sur la diversité des perceptions, des qualifications et c'est le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, aussi des travaux qui nous permettent de réfléchir, nous me semble aujourd'hui de plus en plus précisément, sur les questions de la tolérance. Parce que finalement, même si dans vos journées, le thème de la journée d'études met beaucoup l'accent sur la question des politiques anticorruption, je pense qu'on aurait dû accorder la même importance à qu'est-ce qui explique le niveau si élevé de tolérance aux différentes formes de corruption, quels que soient les régimes politiques, et en particulier par rapport aux nôtres. Et on peut dire que notre actualité, penser notre présent, les suites de l'affaire Woerth-Bettencourt, les suites de l'affaire Cahuzac, ont donné lieu ou vont donner lieu à un certain nombre de projets de régulation. Je pense que ça vaudra la peine de les regarder sérieusement. Je voudrais mettre l'accent sur disons, 3 types de travaux, brièvement. Les premiers qui ont porté sur les questions de la diversité des perceptions sociales. Ce qui fait corruption pour les uns ne fait pas corruption pour les autres. Ou même si ça fait corruption, ce n'est pas parce qu'on observe une transgression qu'on accepte ou qu'on est favorable à une répression, à une sanction sociale. Les choses sont souvent facilement dissociées. Il faut rappeler que ce sont des réflexions anciennes qui viennent des travaux des sociologues culturalistes des années 60 qui avaient montré que au sein d'une même société, il existait différentes formes de rapport aux normes et aux valeurs. Et dans les années 70, un Américain, Heidenheimer, et d'autres, disons, successeurs, ont montré quelque chose qui, à l'époque, a fait scandale, qui était le fait que on peut dire ce que je pense beaucoup ici considèrent comme ce qui devrait être l'idéal, c'est-à-dire une conception d'un État démocratique basé sur la légalité, l'égalité de traitement, la probité, le désintéressement, c'est un point de vue qui est minoritaire. Et le choc qu'a créé les travaux de Heidenheimer a été de montrer que la culture des white anglo-saxon Protestant people était une culture minoritaire et qu'il existait à côté toute une série, je ne décline pas, de rapports différents aux politiques, de façon de concevoir finalement l'utilité de la politique, les intérêts qu'il pouvait servir, etc. Et montrant que les normes internes à des groupes, internes à des communautés, étaient très souvent supérieures aux normes légales. La deuxième chose aussi que ces travaux ont montré, c'est qu'il y a et je pense que ça s'observe d'à peu près tous les grands, enfin dans toutes les sociétés, mais enfin en particulier dans les sociétés de type occidental, disons ça comme ça, c'est ce que je connais, un écart entre les perceptions des citoyens et les perceptions aussi bien des élus, du personnel politique, et on peut dire aussi des hauts fonctionnaires, entre ce qui a été appelé les outsiders. Nous sommes des outsiders, nous sommes des citoyens dits ordinaires, et il y a les insiders. Il y a ceux qui sont dans la machine, qui prennent les décisions, qui ont à gérer les conflits d'intérêts, etc. Et les points de vue des uns ne se superposent pas aux
au point de vue des autres. Et donc il y a toute une série d'écarts, même s'il y a des points sur lesquels il y a un accord, par exemple tout ce qui relève de l'enrichissement individuel, personnel, suscite des réactions fortes, aussi bien, on peut dire, des citoyens que d'une grande partie, disons, des élites dirigeantes, mais il y a toute une série aussi d'autres comportements sur lesquels les différences sont tout à fait notables. Je n'ai pas le temps de développer. Le troisième apport de ces travaux, bon, comme je suis, disons, maintenant surtout politiste, je mets beaucoup l'accent là. Une chose qui manque, de mon point de vue, je crois que j'ai, à part donc dans les deux, disons, présentations des anthropologues ce matin, ce qui me semble aussi, disons, souvent négligé ou insuffisamment traité, c'est la question du lien entre, disons, la perception de pratiques corrompues et les comportements politiques, les comportements électoraux. C'est aussi une vieille question. Ceux qui s'intéressent à ça, c'est dès les années 70, un Américain, Gardiner, a fait un travail absolument remarquable qui n'a pas eu de succession, puisqu'il s'est intéressé dans une municipalité aux effets de scandales et de dénonciations d'activités de corruption, de commissions d'enquête, de réforme des pratiques municipales et des cycles qui ont suivi. Et il s'est posé la question, quel lien est-ce que cela a avec les comportements politiques des citoyens ? Et il a amené un certain nombre d'éléments assez importants qui montrent d'abord que ce n'est pas simplement une question de degré d'information des citoyens. On pourrait penser que plus les citoyens sont informés des transgressions, plus ils en tiennent compte. Il a montré que cet élément-là devait être, disons, combiné avec d'autres variables. Je passe sur les détails, dont entre autres l'attachement au territoire. C'est-à-dire, plus les gens sont anciennement localisés dans un endroit, finalement, plus seraient sensibles à une certaine cohérence, à une certaine probité locale. Mais surtout, ce qu'il montre, c'est que, et c'est un point important, c'est le faible gain politique de la probité. Quel intérêt, finalement, les élus ont-ils à être probes, surtout quand les autres ne le sont pas ou le sont moins? Et il a montré que, finalement, le gain était faible. L'autre chose qui va dans le même sens, c'est donc deux autres Américains, Peters et Welch, qui ont mis au point une notion qui implicit trading. Donc l'idée de faire la balance en disant mais les citoyens ne se décident pas que par rapport à des critères moraux ou que par rapport à la probité. Ce n'est qu'un facteur parmi d'autres dans leur jugement. Et que, au contraire, des croyances fondamentales, nous on dirait ici des croyances idéologiques, à la position par rapport au libéralisme, pour ou contre, à l'interventionnisme d'État, la question de est-ce qu'on va faire la guerre en Syrie ou en Irak, ou est-ce qu'on est contre, etc. Des grandes positions comme ça sont bien plus importantes dans la détermination de l'orientation des votes que savoir si monsieur machin est probe ou corrompu, s'il a été condamné ou pas. Et je pense que quand on revient toujours en France sur l'idée mais c'est incroyable, le retour en politique de X, Y, Z qui a été condamné, qui a été mis en cause, on voit bien parce que c'est juste pas le problème principal. C'est pas ça qui fait sa crédibilité politique. Voilà, il faut juste en tenir compte et arrêter de s'indigner du cynisme des citoyens. Voilà, donc je vais être bref pour finir avec ce point. Donc nous avons fait une série d'enquêtes qui ont essayé de mettre à l'épreuve en une partie de tous ces travaux anglo-saxons, mais qui montrent, et je donne juste quelques éléments, que par exemple, c'est des agrégats de variables, éventuellement je pourrais donner les détails tout à l'heure. En gros, sur un échantillon de plus de 2000 personnes, on observe 60% de personnes qui sont plutôt tolérants aux différentes formes de transgression, et 40 qui sont, on peut dire, des normatifs, qui sont plutôt réprobateurs. Que le modèle le plus strict, je parlais des WASP tout à l'heure, c'est-à-dire ce que nous pensons être des gens légalistes, formalistes, etc., ça ne représente à peu près que le quart de la population, ou le quart de notre échantillon, plus exactement pour être honnête, et qu'en revanche, le modèle qui est le plus contradictoire, c'est-à-dire qui trouve que c'est très grave, etc., qu'il y en a de plus en plus, et qui se montre extrêmement tolérant pour beaucoup de choses, représente plus du tiers de notre échantillon, 35%. Donc on voit bien l'importance, disons, de l'ambivalence dans nos jugements. Le deuxième, je serai plus bref sur le reste, le deuxième type de travaux qui me semble intéressant,
et qui se situe d'une certaine façon, dont les travaux des deux anthropologues participent, me semble-t-il, de ce mouvement-là. Ce sont des travaux qui ont porté sur la question de la transgression, différentes formes de transgression, et des structures étatiques, des systèmes de pouvoir. Et beaucoup de travaux montrent la coexistence, on peut dire, de pratiques légitimes et de pratiques illégitimes, ce que certains ont appelé les ressorts illicites de l'État, d'autres parlent de ressources transgressives de l'État. Donc évidemment, par exemple pour la France, on peut penser les modèles qui ont été, enfin les cas qui ont été relevés, c'est évidemment, on pense quelque chose comme le Rainbow Warrior par exemple, mais c'est plus largement que des travaux. Par exemple, un grand sociologue, Wright Mills, dans son livre sur la sociologie des élites, conclut avec un chapitre qui s'appelle la haute immoralité. Et il analyse très concrètement l'interdépendance entre les acteurs politiques, les acteurs de la haute administration et les représentants des intérêts économiques les plus importants, en montrant qu'ils font système et ils participent d'une même conception de l'usage du pouvoir en fonction de normes internes et qui laissent à distance, on peut dire, les normes légales traditionnelles. Alors les travaux des anthropologues, aussi bien par exemple, qui ont porté sur les pays en développement, l'Afrique en particulier, donc ceux que nous avons entendus, puis d'autres comme par exemple Jean-François Bayard, Ellis, etc., mais aussi ceux qui ont travaillé sur les économies en transition brutale, c'est-à-dire le système, les pratiques dans les régimes post-soviétiques ou de cette mouvance-là, mais aussi les travaux de Roca, par exemple, sur la Chine aujourd'hui, montrent bien que dans ce type de fonctionnement-là, on observe, on peut dire, une sorte de mixte, de mélange entre des pratiques qui sont à la fois certaines légales, d'autres illégales, certaines publiques et certaines privées, menées par des groupes privés. Et que ces comportements forment, on peut dire, l'ensemble des ressources disponibles pour agir. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Donc dans ce sens-là, les différentes formes de transgression ne doivent pas être pensées comme des dysfonctionnements, comme on peut dire des activités mineures et guérissables, mais au contraire comme un des éléments d'un système de pouvoir. Et puis parce que je suis en train je vais gagner quelque chose, je sens. Pour terminer, le troisième aspect, puisque ce sera l'objet d'intervention cet après-midi et demain, pour ceux qui travaillent sur la lutte contre la corruption, les programmes de lutte contre la corruption, etc. Aussi rappeler que tous les grands travaux dont on parlait tout à l'heure, en particulier ceux de Gardiner, mais d'autres beaucoup plus anciens, se sont toujours préoccupés de cette question-là. C'est pourquoi tous ces programmes de réforme de la corruption liés à des scandales ont échoué ou ont produit très peu de résultats. Et qu'on est plutôt dans des cycles de pratiques plus ou moins illicites, dénonciation, révélation, scandale, condamnation, réforme, et on recommence. Donc, ce que je dirais, c'est que, bien sûr, et on le comprend, bien souvent, face à une situation comme ce dont on parlait, les suites à propos des conflits d'intérêts, par exemple en France, il a fallu l'affaire Woerth pour que la question des conflits d'intérêts soit réellement posée, alors qu'effectivement, dès le livre d'Yves Mény, il y a même plusieurs chapitres sur ces questions-là, c'était pas vraiment perçu, puisque donc il n'y a pas de normes légales, mais c'est typiquement une pratique qui est perçue comme portant atteinte au bien commun. Bon, il faut, dans les législations que l'on nous annonce, il devrait y avoir quelque chose, alors que M. Sarkozy, après avoir eu un très bon rapport de M. Sauvé du Conseil d'État, avait promis des règles, il n'y en a jamais eu. Là, il est question qu'il y en ait. On verra bien.
Mais on voit bien que, donc on cherche toujours à comprendre quelles sont les forces et les faiblesses des règles et des institutions, et on cherche à trouver des dispositifs qui seraient plus efficaces. D'accord. Moi, ce que je suggère en complément, je ne veux pas dire, je ne sais pas où est le bien et le mal, mais ce que je dis qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est l'intérêt qu'il y a à avoir aussi une réflexion sur la dimension symbolique de ces politiques-là et de ces annonces. On voit bien que, et les exemples sont innombrables, de situations dans lesquelles ces politiques dites de lutte contre la corruption cherchent surtout à obtenir une légitimation superficielle. Cherche à faire de l'affichage de valeurs de probité sans qu'il y ait derrière les dispositifs qui permettraient de l'opérationnaliser. On a parlé tout à l'heure des institutions françaises. Moi, j'ai fait un travail sur le douloureux, entre guillemets, sort du service central de prévention de la corruption en France, qui était un organisme qui avait été pensé de façon relativement rationnelle et qui s'est fait, on peut dire, tondre à l'Assemblée nationale et rasé par le Conseil constitutionnel. Donc nous avons toujours une sorte de bureau d'études, voilà, qui justement, enfin, en termes de lutte contre la corruption, a un rôle typiquement symbolique. Pour les législations actuelles, celles des trois lois qui sont annoncées, on peut dire aussi par rapport à d'autres études qui ont été faites sur de travaux sur, disons, des politiques de lutte contre la délinquance en général, qu'on est typiquement dans on peut dire les limites et les impasses des lois de panique, c'est-à-dire des lois prises à toute vitesse avec des consultations minimales. On verra bien ce qui en sort. Mais moi, j'ai déjà sorti mes jumelles. Et voilà. Et pour terminer, puisque je suis pour vous ouvrir l'appétit, c'est très bien de faire parler les autres à propos de la dimension symbolique des politiques de lutte contre la corruption. Donc, je vais citer quelqu'un qui est un spécialiste des élites politiques et administratives françaises, donc Aïn Suleiman, qui a fait cet été, vous avez peut-être vu dans Le Monde, c'est une interview, donc on n'est plus dans les sciences sociales, mais enfin, j'ai le droit pour les dernières secondes de donner un point de vue, on peut dire, journalistique. Donc il dit, à propos des lois en cours d'adoption, en particulier celles sur la transparence de la vie politique, donc sur le financement, etc. Pire, cette loi veut introduire la transparence, mais elle fait le contraire de ce qu'elle prétend. Vous pouvez aller en préfecture, consulter des déclarations de patrimoine, mais vous n'avez pas le droit de les rendre publiques sous peine de sanctions pénales. Quel est le sens de cela ? Il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Cette loi est purement symbolique, et je dirais même qu'elle est symbolique d'une forme de stupidité. Non seulement ce n'est pas efficace, mais c'est contre-productif. Au final, les politiques passent pour des hypocrites. Ce n'est pas une spécialité socialiste, mais là, ils sont allés très loin. Là, hein. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup Pierre, qui en plus nous a fait gagner quelques minutes. Double dessert, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Voilà. Alors, comme nous sommes tous des gens extrêmement rationnels et disciplinés, on va tenter un truc incroyable que j'ai jamais fait encore. Pour éviter de se présenter à 120 au même moment à la cafétéria et de faire une super longue queue, j'ai proposé à ceux qui sont vraiment affamés, qu'en ont marre... Allez-y, madame. Attendez. En silence, s'il vous plaît, sinon ça ne marchera pas, mon truc. Je vais répéter après, vous inquiétez pas. D'accord, la fraude et l'évasion fiscale, quel poids économique et est-ce les mêmes circuits que le blanchiment d'argent ? Alors la fraude fiscale est un point particulier. Moi, je traitais du crime organisé et on a également, puisque maintenant le parquet a acquis une certaine liberté en matière de fraude fiscale grâce au délit de blanchiment de la fraude fiscale qui ne nécessite pas l'autorisation de la commission des infractions fiscales pour poursuivre, c'est le cas de M. Cahuzac, et d'ailleurs d'un procureur qui a ouvert une information sans respecter la traditionnelle information de la direction des affaires criminelles et des grâces
grâce de la chancellerie. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de lui, mais l'affaire est partie un peu vite. Donc pour revenir, moi j'ai un problème aussi, c'est que l'argent du crime organisé est fait pour rémunérer les organisations criminelles, mais surtout pour développer l'activité criminelle, ce qui induit un risque économique, parce qu'ils ne respectent pas les règles de la concurrence, ou d'autres, eux, ils y vont par tout moyen, et ce qui induit également un risque de sécurité au jour le jour, quand vous voyez certaines, organisations s'implanter dans votre quartier, la vie devient beaucoup moins tranquille. Alors le problème de l'argent du crime organisé, quand il est blanchi, il va augmenter l'instabilité économique internationale et la sécurité intérieure. Alors que la fraude fiscale, bon, je ne vais pas non plus faire d'incitation, ne profite en général qu'à celui qui l'a fait ou à l'entreprise si c'est par des transferts ou par d'autres manipulations. Alors on a deux types de risques. Maintenant, effectivement, les techniques de blanchiment, je vous rassure, sont à peu près les mêmes. Donc au plan technique, oui, que ça vienne de la fraude fiscale et on fait tout un tas de la fraude fiscale, alors que l'escroquerie à la TVA n'est pas une fraude fiscale, mais une escroquerie en bande organisée sur laquelle on ne fait pas grand-chose. Alors il y a deux types d'argent. Qu'est-ce qu'on veut combattre? En France, on a opté pour combattre dur la fraude fiscale. Est-ce que c'est la meilleure solution en termes économiques? Je n'en suis pas persuadé. Écoutez, le sondage, celui-là, je ne le connais pas, mais enfin, effectivement, dans l'enquête que nous avons fait sur des focus group, où on présente à des ensembles qui ont à peu près le même niveau socio-culturel, toute une série de situations, on peut dire qu'effectivement, dans les critères pour justifier, il y a l'idée que, on peut dire deux choses sur la perception du politique. La première, ce qui nous a le plus frappé, c'est à quel point, dans les groupes que nous avons écoutés, la politique apparaît comme une activité à risque. C'est-à-dire qu'il y a une assez forte sensibilité au fait que les élus sont très exposés, sont extrêmement sollicités, l'historien l'a dit tout à l'heure, et sont aussi l'objet de pressions économiques en tout genre, et que donc ils ont à arbitrer pour construire le bien commun, puisque la perception ordinaire des citoyens, c'est finalement, je tente ma chance, pourquoi je ne demanderai pas, y compris l'impossible, c'est à l'élu ou au fonctionnaire à dire si c'est oui ou si c'est non. La responsabilité, on la rejette dessus. Donc tout le monde, beaucoup de gens, disons, sont conscients de ça. La deuxième chose, c'est en termes de responsabilité par rapport à ce que vous dites, effectivement, on peut dire dans les positions de tolérance, et comme je l'ai dit, sont dominantes en France, il y a l'idée que finalement, quand on dispose d'un certain pouvoir, on a des responsabilités, mais ces responsabilités, ces pouvoirs ont un coût sur la vie personnelle, etc. Et que donc ça, certains, mais assez nombreux, considèrent assez légitime que finalement les élus transgressent, parce que quand eux se projettent dans le rôle, si moi j'étais dans le rôle, ben finalement je pense que je ferais comme les élus. Voilà. Absolument, ça va générer, et c'est déjà le cas. Moi, j'avais étudié on avait fait des approches il y a une vingtaine d'années sur le coût du blanchiment et on avait trouvé une moyenne d'environ 25%. Ensuite sont arrivées les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont permis de réduire ces coûts, et on était tombé à 10, 12%, 8% selon les organisations et le montant des flux. Et de façon très intéressante, la lutte
qui est engagé au plan mondial contre le blanchiment de l'argent porte ou commence à porter ses fruits. Ça fait quand même depuis 92 qu'on essaye en France. Les fruits sont relativement récents, mais on s'aperçoit que le coût du blanchiment augmente. Et alors ça a été matérialisé par la découverte à nouveau de transport d'espèces par avion ou par gros bateau vers des destinations pour j'allais dire, introduire cet argent dans le système financier. Alors le coût effectivement baisse. Est-ce que les nouvelles mesures vont le faire baisser, vont le faire augmenter? Oui, le coût du blanchiment devrait augmenter. Maintenant, le maillon faible, ça reste ceux que l'on peut corrompre pour faire le flux, et notamment dans les institutions bancaires et financières. Il faut savoir qu'on avait pris en Angleterre un jeune homme hyper diplômé, une bête de concours d'origine russe, qui a été formé pour ça, pour se faire embaucher dans une des grandes banques de la place. Pendant 3 ans, il a étudié le système de détection des flux et de prévention du blanchiment. Et il a mis en place pour l'organisation criminelle qui avait financé ses études et tout, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, les moyens pour contourner les moyens de détection de la banque. Blanchisseuse. Oui, on a aussi chez nous le camion à pizza. Hein voilà, non, mais le camion à pizza, c'est beaucoup plus quand vous regardez le blanchiment, et notamment dans les organisations criminelles. Quand on en avait une dans le 04, avec des gens bien connus ici, c'était les restaurants, les débits de boissons, les boîtes de nuit et les magasins de fringues. Mais vous avez également les lavages d'auto, vous avez les sociétés d'import-export. Ouais, mais ça marche bien. Allez, une dernière question et on va manger. En quelques mots, je dirais, au minimum, faire un conseil de sur la question de gouvernance de corruption. Nous sommes commencer par une enquête de diagnostic national avec des données les plus complètes possibles, parce que le moyen qui sera efficace sera différent d'un pays à l'autre. Parce que les problèmes prioritaires ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, les blocages ne sont pas les mêmes. Et autrement, dire qu'il y a une politique universelle qui permettrait d'avoir un résultat, c'est faux. Par contre, ce que je rajouterais juste, parce que j'ai trouvé que ce matin, la tonalité des interventions était assez pessimiste, fataliste. Hein, il y en a toujours eu, ça va continuer, c'est la règle des élites, etc. Alors, moi, je dirais quand même 2 choses. Les formes de défaillance, de dysfonctionnement, pour parler plus large de corruption, varient fortement. Je l'ai sous-entendu quand j'ai dit que la corruption grecque d'avant-crise n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. C'est pas la même chose d'avoir des fonctionnaires qui gagnaient, alors qu'ils avaient à peine des diplômes, 5 000 € par mois, ils étaient surpayés parce qu'ils étaient dans le circuit. Aujourd'hui, des fonctionnaires qui sont à 600 € par mois, on voit bien que les raisons de la corruption ne sont pas les mêmes entre les copains du parti puis aujourd'hui les pauvres fonctionnaires. Donc, il y a une variation des motivations, il y a une variation des sommes, il y a une variation des sommes. Et donc, attaquer un problème, c'est au minimum faire un diagnostic. J'arrêterai simplement en disant ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a énormément de diagnostics et de connaissances de terrain sur les pays en développement, parce que la Banque mondiale et le FMI en ont fait, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on ne va pas rentrer là-dedans, un enjeu important de la politique de l'aide, alors que nous avons finalement très très peu d'enquêtes financées par les pouvoirs publics, ce qu'on appelle des enquêtes de diagnostic, ça c'est assez lourd, on en a très peu sur les pays les plus développés. Comme si finalement la corruption restait chez nous une question marginale qui ne nécessite pas de mettre en place un nouveau chantier de diagnostic. Donc, ma réponse est, en tous les cas, pas de recette universelle, cela dépend complètement des contextes. Et c'est même au sein d'un pays, la manière dont on va régler les questions dans les Bouches-du-Rhône n'est pas la même comme je dis que celle à Strasbourg. Ça n'a rien à voir. Il faut faire un diagnostic sur la forme, pour reprendre l'expression, la plus noire, ça veut dire celle où il y aurait un soutien populaire pour s'attaquer à ce problème. Si moi, comme économiste, je remarque qu'une forme de corruption est très nocive pour des raisons économiques et sociales, et que les gens la tolèrent, ce n'est pas la peine d'en parler. Si
tolérance du corps social sur le phénomène, on ne peut pas l'attaquer. Je viens de dire, il en faut à deux. On ne peut pas s'engager de façon effective s'il n'y a pas de phénomène. Le fait, pour reprendre l'expression à Denheimer, on doit commencer par s'attaquer à ce qui est jugé noir par les individus. Ce n'est pas forcément ce qui est jugé noir qui est le plus coûteux pour la société. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut absolument déterminer ça. Je dirais, sans être abermacien, par effectivement une délibération la plus massive qui prend en compte toutes les parties prenantes, même comme dans la fraude fiscale. Moi, je n'adhère pas complètement sur ces questions blanchiment et tout, parce que les points de vue peuvent être très compliqués. L'évasion des fonds dans des pays qui ne sont pas, par exemple, des pays démocratiques, est quasiment une nécessité de survie. Je dis toujours, si vous êtes indien malgache, il faut être fou pour ne pas mettre son argent en Suisse, parce que quand même, tous les 15 ans, le gouvernement vous pique votre pognon si vous êtes indien et malgache. Donc, si vous voulez, la question, elle est là. D'où le fait que même sur cette question du blanchiment des comptes à l'étranger, tout, pour moi, il n'y a pas un principe moral universel. Il y a vraiment, comme disait un travail qui avait été fait par l'article, il y a à penser par cas. Les cas sont très différents et donc la solution est complètement. Voilà, c'est tout le travail sur la casuistique. Moi, je n'ai pas de réponse globale. Juste pour réagir sur le point, effectivement, que dans certains pays, on a des risques, c'est vrai que ça a été l'argument qui était donné par les Russes. Nous, on a eu le rouble qui s'est cassé la gueule, les banques noires, et donc on développait une spécialité du financement offshore. Hein, alors certains, j'en ai eu un effectivement mis en cause à Monaco, où on m'avait demandé d'étudier son cas. Lui, il a massivement investi son argent dans des banques chypriotes. Je suis content, il va participer au redressement de ce pays. Mais là, c'est une bonne leçon pour le Russe qui dit dans son pays il y a ça, mais ailleurs il peut y avoir d'autres leçons. Donc effectivement, sur le plan sociologique, je ne pourrais pas me prononcer, le problème est complexe, mais tous utilisent ce qui peut les arranger. Je vous propose de remercier tous les intervenants de la matinée déjà, par vos applaudissements. Et je vous invite à filer, qui va animer ces débats et qui va également faire la police des interventions pour qu'on respecte les temps de parole afin de ne pas essayer de déborder aussi peu que possible hein, et de garder pour la fin de la journée un temps de discussion en général dont je le sais, vous avez été un petit peu frustré ce matin, j'en suis désolé. Bon après-midi. Écoutez, ça fonctionne là, vous m'entendez ouais. Voilà, c'est bon là 1, 2, vous m'entendez? Écoutez, tout va bien. Merci déjà pour votre invitation et je remercie les organisateurs de ce colloque, à la fois original dans son intitulé, dans son contenu, certainement difficile dans sa réalisation. On verra peut-être un petit peu pourquoi cet après-midi. Alors, comme on vous l'a dit, j'ai la charge difficile de substituer Jacques Dallest, qui aurait dû être là à ma place, mais il est parti vers d'autres fonctions plus importantes encore. Donc, on m'a présenté, je ne rajouterai rien à la présentation qui a été faite. Elle est concise, brève, et elle se suffit elle-même. Alors, j'ai pour mission et tâche à la fois d'introduire cet après-midi et aussi de faire le modérateur. Alors, j'espère que je le ferai avec suffisamment de modération et que les intervenants ne m'en voudront pas d'être peut-être trop interventionniste si le besoin s'en faisait sentir, mais je suis persuadé que ce besoin ne sera pas éprouvé par moi-même ou par les intervenants. Alors, donc, 5 thèmes aujourd'hui, cet après-midi seront abordés. Un premier concernant les discours et les pratiques sur la corruption, toujours en référence avec cet intitulé général, où en est-on dans la lutte contre la corruption? Alors, je ne sais pas si on doit en être quelque part. Est-ce qu'il y a un point de fixation permettant de mesurer si on doit avancer, si éventuellement on a reculé, mais on verra ce qu'auront à dire les intervenants cet après-midi sur cette question-là. Et deuxième intervention de M. Philippe Bonfils sur le rôle des associations dans la lutte contre la corruption. Je précise que M. Adrien Roux, qui interviendra
En premier lieu, sur les discours et les pratiques, et doctorant à l'Université d'Aix-en-Provence. C'est déjà, je crois, un spécialiste des questions de corruption, puisque dans une thèse qui est en cours, il a pour mission d'analyser l'évolution certainement de la législation et du discours sur la corruption. S'agissant de M. Bonfils, eh bien, je ne le présente pas, je crois que tout le monde le connaît ici. C'est un professeur émérite de droit, spécialiste d'ailleurs notamment de la place des parties civiles dans le procès pénal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il interviendra dans quelques instants sur l'action associative et son rôle dans la lutte contre la corruption. Donc je vais laisser immédiatement la parole à M. Adrien Roux, qui intervient, je le répète, sur les discours et les pratiques en matière de corruption. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de parler un peu distinctement, mais je me remets difficilement d'une angine doublée d'un décalage horaire. Donc, vous me dites si je dois parler un peu plus fort ou si tout le monde m'entend. Alors, mon intervention a pour titre des discours aux pratiques. Alors, c'est un peu vague, mais ça pose directement la question de l'écart qui peut exister entre les discours, entre ce qui est affiché, entre ce qui doit être et ce qui est. Et cet écart se mesure particulièrement concernant la corruption. On peut dire qu'il y a un fossé quasi permanent, et c'est ce qui frappe particulièrement à l'étude de la corruption, entre le droit d'une part et le fait d'autre part. Alors j'essaierai d'être un peu plus large sur cette question de cette mesure, en tout cas des écarts. Mais ce que je veux dire, c'est que cet écart naît d'emblée d'un passage qui est celui de l'étude de la corruption proprement dite, disons, à l'étude de la lutte contre la corruption. Et finalement, en faisant la transition entre le matin et l'après-midi, on voit qu'on passe de cette étude de la corruption en tant que phénomène objet des sciences sociales, à l'étude de la lutte contre la corruption en elle-même. Entre la lutte et le phénomène en question, on a une terre de contraste assez saisissante, et je vais essayer de montrer comment ce contraste se retrouve dans trois grandes séries, dans trois grandes problématiques qui concernent notre matière. Alors, on a en réalité peu de moyens de déterminer avec précision quelle est l'ampleur réelle de la corruption. Et on arrive tout simplement à avoir des approximations, des images qui sont rendues notamment par des sondages d'opinion, des enquêtes de perception. On arrive à avoir quelques données statistiques, on arrive à avoir des condamnations pénales, ou à l'occasion des affaires telles qu'elles sont relayées par la presse, on arrive à découvrir aussi certaines pratiques, à comprendre certains mécanismes et à étudier comment fonctionnent les différentes corruptions. Parce qu'il existe une très grande variété de corruptions, et une des difficultés aussi est d'arriver à synthétiser, à voir ce qui unit ces différentes formes de corruption. Alors parmi ces études de perception de quelle serait l'ampleur du phénomène de corruption, on a un travail qui est fait depuis assez longtemps avec une méthodologie unifiée dans beaucoup de pays par l'ONG Transparency International. Et à la lecture du dernier rapport baromètre mondial de la corruption, qui est peut-être la plus grande étude publiée à ce jour sur la question de la corruption pour étudier les perceptions du public sur ces questions-là, on voit que la corruption est un problème omniprésent dans la plupart des pays. Je crois plus de 100 pays, 116 000 personnes interrogées, et on a une très grande majorité de personnes qui considèrent que la corruption a augmenté ces 2 dernières années. Donc on voit qu'il y a une préoccupation, une inquiétude qui est peut-être grandissante sur cette question de la corruption, qui ne traduit pas forcément d'ailleurs une augmentation du phénomène de corruption en lui-même. Parfois, le simple fait d'avoir un traitement plus important des affaires de corruption par les médias induit une inquiétude plus grande, alors qu'auparavant la corruption pouvait être cachée, mais peut-être plus nocive ou plus répandue. Mais on voit en tout cas que, étude après étude, rapports internationaux après rapports, on a une prévalence encore très très forte de la corruption, et cet écart entre les condamnations d'une part et les perceptions du public, et ensuite d'autre part cet écart aussi entre les discours affichés,
volonté quasi unanime de lutter contre la corruption et les réalisations pratiques. Et là, j'essaierai d'illustrer mon propos par quelques exemples tirés de l'actualité de cet été. J'envisagerai donc successivement ces 3 grandes catégories de problèmes qui concernent l'étude de la lutte contre la corruption, en considérant premièrement, ça a été déjà en partie traité ce matin, mais le problème de la définition. On a là, pour le droit pénal, un problème très particulier, puisque, vous le savez peut-être, mais la loi pénale est d'interprétation stricte, et donc on a besoin d'avoir une définition au contour très précis pour savoir qu'est-ce qui relève de la corruption au sens du droit pénal et qu'est-ce qui est exclu du champ de l'incrimination pénale ou des incriminations pénales. Se pose donc cette première question et en toile de fond un premier écart entre le droit pénal et les perceptions du public. Ensuite, une deuxième grande catégorie de problèmes avec les faiblesses ou parfois l'hypocrisie des discours politiques, c'est-à-dire une volonté affichée, détermination volontariste dans l'espace public de lutter contre la corruption et finalement des réalisations qui sont relativement faibles, surtout quand on les compare, notamment en France, avec d'autres pays ou avec d'autres expériences. C'est le problème que l'on peut appeler de la volonté politique. Ensuite, dernière grande catégorie de problèmes, c'est la corruption comme domaine très particulier du droit, où la fermeté des lois, qui est réelle à la lecture des incriminations pénales, laisse place à peu d'applications pratiques et parfois à des sanctions qui sont très peu dissuasives. C'est le problème général de l'effectivité du droit et qui pose la question de ce que le doyen Carbonnier appelait l'impuissance des lois. Commençons donc avec la difficile définition de la corruption. La corruption est un phénomène éminemment complexe et qui échappe à beaucoup de tentatives de définition unifiée. Mais progressivement, on a abouti à toute une série, disons, de définitions qui peuvent être utilement rapprochées les unes des autres. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il existe en fait, à travers cette question de la définition, on a une approche en quelque sorte de cet écart entre la corruption au sens pénal, au sens des cours et tribunaux, et les perceptions du public. Puisque vous allez avoir souvent des affaires, mettons, médiatiques, où on va parler de grands dossiers de corruption, et en réalité, d'un point de vue du traitement pénal, ce sera un abus de biens sociaux, ou ça sera où la corruption, en tout cas, ne sera pas visée en tant que telle. Et donc, de là naît une part de l'incompréhension du public, où on présente quelque chose comme étant de la corruption, où on a une image mentale de ce que peut représenter la corruption, et en réalité, dans les cours et tribunaux, le mot même de corruption, ou l'infraction en tant que telle de corruption, n'apparaîtra pas. C'était par exemple le cas avec l'affaire Elf, où la corruption n'était pas visée, mais l'affaire Elf en question a été présentée comme un des grands dossiers de corruption, et on peut considérer que ça en était un de la décennie qui précède. On peut résoudre ce conflit, disons, de définition, selon nous, à travers le recours à 3 cercles concentriques qui élargissent progressivement la définition de la corruption. En partant, premièrement, de la définition de la corruption au sens pénal strict. Au sens du droit pénal et du code pénal, la corruption implique un pacte entre au minimum de 2 acteurs, dont l'un est un agent public au sens large du terme, et cet agent public va en quelque sorte monnayer un acte de sa fonction ou une abstention en contrepartie d'un avantage quelconque. Alors là, c'est pour simplifier, mais l'échange en quelque sorte essentiel est celui-ci: 2 personnes, la corruption prise au sens du point de vue de l'agent public, on parlera alors de corruption passive, et la corruption prise dans le sens du point de vue du corrupteur, on parlera alors de corruption active. Cette première définition au sens pénal strict doit,
on doit y ajouter une série d'autres incriminations qui concernent des corruptions d'agents publics plus spécifiques. Par exemple, la corruption de magistrats, qui est traitée à part et qui est aujourd'hui la seule corruption traitée comme un crime au sens du droit pénal. Il existe encore d'autres définitions un peu en marge de cette définition générale, la corruption privée dans les entreprises, la corruption dans les paris sportifs qui est nouvelle, etc. Donc une série d'incriminations dont le nom même apparaît comme étant de la corruption. Élargissons un peu cette première définition pour rester tout de même dans le droit pénal avec la définition au sens pénal élargi. Et là, on va s'apercevoir que la corruption concerne en réalité toute une famille d'incriminations qu'on a coutume de dénommer, et d'ailleurs que le Code pénal dénomme ainsi, les manquements au devoir de probité. Il s'agit de toute une variété de comportements qui sont incriminés en tant que tels et qui ont pour point commun d'impliquer un mauvais usage d'une fonction publique ou des fonds publics. Je veux parler par exemple du favoritisme sur les marchés publics, on pourrait parler de la prise illégale d'intérêt, on pourrait parler encore du détournement de fonds, de la concussion, du trafic d'influence. Ces différentes infractions ne sont pas la corruption proprement dite, mais relèvent d'un phénomène plus général, traité par le droit pénal en tant que tel, de la corruption. Il faudrait encore ajouter à cette catégorie d'incrimination toutes les incriminations qui lui sont proches ou qui s'y relient d'une manière ou d'une autre, comme par exemple le blanchiment des produits de la corruption, qui peut être traité à part sans même que l'infraction principale sous-jacente soit poursuivie. Enfin, élargissons encore notre définition et on va retrouver peut-être ce qui est le sens le plus usuel du mot avec la définition qui est donnée par la plupart des instances internationales, l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations unies, c'est-à-dire la corruption comme tout abus d'une fonction publique à des fins privées. Alors cette définition est intéressante, elle est très générique, elle englobe toute une série de comportements qui ne seront pas traités comme de la corruption en tant que tels par le droit pénal. Certains types de comportements se trouvent parfois évoluent à la marge et on a du mal à les classifier. Mais par exemple, je veux parler de certaines pratiques de lobbying qui sont parfois très très proches de la corruption sans qu'on puisse juridiquement les qualifier comme tels. Tout abus d'une fonction publique à des fins privées, l'ONG Transparency International ajoute un petit élément à cette définition en considérant qu'il faudrait dire tout abus d'une fonction publique ou sociale à des fins privées. Le point commun de ces deux définitions, de ces différents cercles concentriques, c'est l'image, alors le dédoublement mental qu'il faut faire en quelque sorte entre la sphère publique régie par un but qui est le bien public et la sphère privée régie par le domaine des intérêts particuliers. Les deux sphères coexistent à l'intérieur d'une société et peuvent coexister d'ailleurs tout à fait harmonieusement, mais le fait de méconnaître la séparation, la frontière entre les deux serait précisément ce qu'on pourrait qualifier de corruption. Quand le domaine privé intègre indûment le domaine public, alors on peut dire qu'il y a en quelque sorte corruption, et c'est là finalement le sens le plus général du mot, et peut-être là où on rejoint le plus l'usage courant qu'on se fait du phénomène de la corruption. Voyons maintenant le problème de la volonté politique, en disant d'emblée que cette volonté politique est parfois bien difficile à trouver. Cette question de la volonté politique est omniprésente dans la doctrine et les rapports internationaux. On considère que c'est un élément central de la lutte contre la corruption. Elle est rarement définie, ce qui permet d'englober dans un terme générique, en quelque sorte, un peu tout et n'importe quoi. Mais chacun semble s'accorder sur le fait qu'il faut commencer par une volonté politique. Voilà un domaine particulier du droit où, pour que les règles soient appliquées, il faut ajouter un élément extérieur extra-juridique qui serait la volonté politique. Cette volonté politique, un rapport de la Banque mondiale tente de la définir. De quoi s'agit-il?
et la tentative est intéressante. Un rapport de 2012 consacré aux obstacles pour le recouvrement des avoirs détournés par la corruption nous explique que cette volonté politique se décomposerait en fait, ce concept, en 3 aspects étroitement interdépendants et qui doivent être coordonnés en fonction des buts qui sont préalablement définis. D'abord, une stratégie à long terme, établissant clairement les priorités et impliquant les acteurs publics dans la dénonciation et la lutte contre la corruption. Enfin, des outils adaptés, ensuite plutôt des outils adaptés, notamment juridiques, ce qui peut être des techniques spéciales d'enquête, une protection des lanceurs d'alerte, le droit d'agir des associations, anticorruption, que sais-je encore. Enfin, des ressources suffisantes. C'est souvent là que le bât blesse, d'ailleurs, dans la lutte contre la corruption. Ces ressources suffisantes doivent être évaluées à l'aune des moyens humains, financiers, de formation qui existent à disposition de ceux qui sont chargés de l'application de la loi. Bien sûr, je l'ai dit, ce concept de volonté politique n'a pas de nature juridique. Mais on constate, et d'ailleurs c'est très flagrant pour le cas de la France, j'y reviendrai un peu plus tard, mais on constate que cette volonté politique fait souvent défaut et que les moyens notamment qui sont alloués à la lutte contre la corruption sont bien en deçà des enjeux réels. La corruption est en effet un délit de pouvoir et elle concerne prioritairement ceux qui disposent en quelque sorte du plus de moyens, que ce soit intellectuels, financiers, juridiques, pour se défendre et dissimuler leurs propres pratiques. Or, le risque de corruption, et c'est là c'est ce qui fait tout le problème, le risque de corruption grandit à mesure que le pouvoir augmente. Et la tentation de la corruption, en tout cas les bénéfices attendus de la corruption, sont d'autant plus grands que les pouvoirs accordés à un agent public sont importants. Or, si cet agent public devient corrompu, ce sera d'autant plus difficile de lutter effectivement contre cette corruption et encore plus difficile d'attendre de lui une quelconque volonté politique de mettre en œuvre les lois. Envisageons donc cette question de la volonté politique avec l'exemple de la France, et je reviendrai sur les quelques lois qui ont été discutées cet été, et enfin je ferai une brève incursion sur les aspects internationaux. Alors, le 10 avril dernier, chacun se souvient sans doute, mais en plein cœur, en pleine tempête de l'affaire Cahuzac, le président de la République, François Hollande, fait une déclaration solennelle qui vise à moraliser, en tout cas, moraliser, le mot est lancé aussi, la vie politique. Je le cite, il déclarait que cette énième affaire, après une série de scandales, révélait la nécessité d'une lutte implacable contre les dérives de l'argent, de la cupidité et la finance occulte. Et ajoutait, elle appelle des réponses fortes que les Français eux-mêmes exigent parce que l'exemplarité de la République, c'est la condition de son autorité. Voilà une démarche, un discours volontariste. Le président détaillait par la suite les mesures phares qu'il allait proposer à l'adoption pour le Parlement. Et les projets de loi ont effectivement été déposés et discutés cet été. Et là, on a eu quelques surprises. Dans les mesures phares qui étaient ainsi proposées à la discussion, nous avions la reconnaissance du droit d'agir des associations, alors une reconnaissance légale, officielle, du droit d'agir des associations anticorruption. Elle a été rejetée par le Sénat dans la dernière lecture qui a été faite. La loi n'est pas encore terminée, elle doit faire l'objet d'une deuxième lecture à la rentrée. Il y avait également la création d'un parquet financier qui soit spécialisé au niveau national dans la lutte contre la corruption et la grande fraude fiscale. Ce parquet financier a été également rejeté par le Sénat cet été. On attend une nouvelle délibération du Parlement à la rentrée. Il y avait encore les déclarations, le fait de rendre public les déclarations de patrimoine des principaux élus et
là encore, on a eu toute une série de... Comment dire ? Toute une série de difficultés qui se sont ajoutées les unes des autres au moment de la discussion du texte. Et on a pu parler, la presse en tout cas, a fait écho d'un parcours chaotique de ces lois sur la transparence de la vie politique. Je veux en dire quelques mots, mais ce parcours est assez évident. L'idée étant de rendre les déclarations de patrimoine obligatoires pour les principaux élus et ministres de la République, de faire en sorte que ces déclarations de patrimoine soient sanctionnées plus sévèrement en cas de non-réalisation ou en cas de manquement ou de défaut de déclaration. Finalement, cet aspect, cette publicité intégrale des déclarations de patrimoine n'a pas fait l'objet d'un consensus. Il y a eu des accords préalables avant le dépôt du projet de loi du gouvernement pour créer un mécanisme qui déjà en dit long sur la difficulté d'avancer sur ces questions de la corruption, créer un mécanisme qui les rende publics sans les rendre publics. Alors on l'a déjà traité un peu ce matin, mais il s'agissait de rendre accessibles ces déclarations de patrimoine des élus à chaque citoyen qui en ferait la demande, mais au cas où ce citoyen publierait la déclaration de patrimoine, il se serait exposé à des peines d'amende et de prison. Au moment où le projet de loi est entré en discussion au Sénat, le Sénat a considéré qu'à l'heure d'Internet, il était absolument impensable de mettre des citoyens en prison pour avoir publié une déclaration de patrimoine. Et du coup a supprimé la peine de prison. Mais associé à ça, on a alors l'idée que la déclaration de patrimoine pourrait être facilement publiée sans qu'il soit même punissable par une peine d'amende. Ça serait aussi ridicule de punir à une peine d'amende un citoyen qui aurait publié cette déclaration de patrimoine. Alors, on voit avec cet exemple toute la difficulté de traduire dans les faits un discours politique fort, disons, volontariste en matière de lutte contre la corruption. Ce n'est qu'un exemple, il en existerait des multitudes. Je veux en prendre un deuxième, et il est emblématique, à mon sens, des difficultés que l'on rencontre dans la lutte contre la corruption. C'est celui des effectifs de la brigade centrale de lutte contre la corruption. Vous savez peut-être qu'il existe cet organe, ce service de police à compétence nationale qui regroupe une expertise reconnue en matière de lutte contre la corruption, et plus spécialement de lutte contre la corruption internationale, et qui centralise un certain nombre d'enquêtes en matière de corruption à Paris. Mais ce service de police comportait 10 agents, puisque une restructuration d'ampleur est en cours, fait partie des lois en discussion. Donc on verra ce qu'il en est, mais elle devrait être en tout cas renforcée. Elle comptait jusqu'à cette année une dizaine d'agents. Je voudrais mettre en parallèle cette dizaine d'agents spécialisés, policiers, gendarmes, spécialisés dans la lutte contre la corruption en France, avec une autre affaire et ses conséquences. C'était l'affaire Siemens qui a éclaté en Allemagne et aux États-Unis entre 2008 et 2010. Alors le géant industriel allemand, Siemens, a fait l'objet de différentes procédures et a dû reconnaître des pratiques de corruption dans de très nombreux pays, de très nombreux contrats. L'entreprise a été sanctionnée par des peines d'amende records et le coût total de la procédure dans les différents pays s'est élevé pour Siemens à 2,2 milliards d'euros, ce qui est assez considérable. La nouvelle direction a dû recruter 600 personnes chargées de la conformité et plus spécialement chargées de faire appliquer la législation internationale anticorruption. Elle s'est dotée d'un budget anticorruption, l'entreprise, de 100 millions d'euros par an. Voilà une seule entreprise, et je pense qu'il y aurait matière à réflexion sur cette question-là, une seule entreprise, certes un géant industriel, mais une seule entreprise qui dispose de moyens humains, financiers et autres, en termes de compétences, de ressources humaines, etc., bien supérieurs à la capacité de nombreux États dans ces services de police et d'enquête. Cette comparaison pose la question des priorités des États en matière de lutte contre la corruption et révèle, là encore, un écart, voire un véritable fossé entre les discours volontaristes et les réalisations concrètes et les attributions budgétaires.